Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Nexus, le dernier magazine est en kiosque, vous pouvez le trouver près de chez vous ou le commander sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'informations alternatives dans toute la France et aujourd'hui on va parler d'écologie culturelle avec un tour de France qui va être porté par Patrick Scheder qu'on a reçu il y a très peu de temps pour parler de qu'est-ce que c'est l'écologie culturelle, de comment est-ce qu'on peut repenser notre environnement, mais en dehors de finalement parfois un petit peu on parlait des institutions qui dévoyaient même la manière de faire de l'environnementalisme de manière différente. Bonjour à vous deux. On a aussi Arnaud qui travaille aussi dans l'association de l'écologie culturelle. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Merci. Merci de revenir. Alors, qu'est-ce que c'est ce Tour de France, Patrick ? En fait, moi je suis artiste et je fais le Tour de France en permanence avec mes spectacles. Donc on s'est dit... Tu es pianiste, pardon, j'ai oublié. Ouais, je suis pianiste, c'est ça. Je gagne ma vie vraiment dans des concerts, en créant des spectacles sur le thème de l'écologie. Et je me suis dit, il y a le moment des présidentielles qui va arriver, la campagne. J'imagine que l'écologie va être présente. Alors, je pense qu'avec les méga-feux, elle va s'inviter de toute manière. Donc, profitez finalement de ce moment d'ébullition d'idées pour faire passer le message d'une écologie autrement. Voilà, c'est ça qui m'importe, qui passe pas seulement par la connaissance scientifique, technique, mais aussi par le cœur, par le désir, par l'instinct qu'on évoquait tout à l'heure en off, finalement. Qui soit à la portée de tout le monde en vérité. C'est ça qui m'intéresse. Donc qu'elle soit populaire au sens vraiment basique du terme. Et alors c'est quoi l'écologie culturelle ? En quoi ça se différencie justement de cette écologie scientifique comme tu dis ? En fait, l'écologie, elle est dans l'ADN de la culture française parce que surtout au 19e siècle, dans les années 1850, c'est les peintres de Barbizon. Là, on est vraiment dans l'actualité, qui étaient les premiers peintres en plein air dans la forêt de Fontainebleau, avec la fameuse George Sand, un peu écoféministe avant l'heure, qui ont œuvré, qui ont fait une sorte de ZAD dans la forêt de Fontainebleau, à Barbizon, pour que cette forêt soit préservée. Ils ont arraché à Napoléon III, qui n'était pas forcément un tendre, la protection de 1000 hectares de forêt. Donc c'était une première mondiale. C'était 11 ans avant les grands parcs nationaux aux États-Unis comme Yellowstone, etc. Donc en fait, l'écologie en France a été originellement défendue par des artistes et pas par des scientifiques ou des politiques qui étaient, on peut dire, quasiment totalement absent du débat. Juste par le fait de dire c'est beau, et puis une intuition incroyable qui était de dire aussi les arbres, c'est pas seulement une matière exploitée, mais c'est quelque part des êtres, des personnages. Donc ils sont mis à peindre des portraits d'arbres, comme on peindrait un portrait de Romain, par exemple, voilà, ou de Louis-Philippe. Et c'était une vraie révolution, parce qu'avant, dessiner un arbre, c'était super méprisé. Les arbres étaient là pour faire une déco dans un tableau. Là, on peignait l'arbre avec, entre guillemets, sa personnalité. C'est à ce titre-là qu'ils ont défendu les chênes de la forêt de Fontainebleau qui voyaient comme des personnes, et un chêne abattu égale une personne abattue, et qui se sont élevés, et là on est encore une fois dans l'actualité, contre les plantations de pins très inflammables qu'on mettait à la place des chênes. D'où l'incendie de la forêt de Fontainebleau actuelle, puisque c'est à cette époque-là qu'on a commencé à mettre des pins partout, et que malgré ces mesures de protection, les pins n'ont pas de motivation de proliférer, ils ont proliféré très bien tout seuls, ce qui fait des endroits hyper inflammables, dangereux par essence, et c'est la même chose pour la forêt des Landes, puisque c'est à cette époque-là aussi qu'elle a été plantée en pin, en vérité, parce que avant c'était ce qu'on peut appeler une zone humide. Alors, il paraît qu'elle était malsaine, qu'elle favorisait la dissémination des maladies, mais donc on a fait de la monoculture, et la monoculture, que ce soit parce qu'elle est inflammable ou parce qu'une maladie peut se propager à l'intérieur, c'est quelque chose qui est hyper fragile, qui fait courir un risque à ce qu'on a planté, et aussi à ceux qui l'ont planté, comme on le voit maintenant. Donc on est les héritiers finalement dans les méga-feux de décisions qui ont été prises dans les années 1830 et que les artistes ont combattu, victorieusement en partie, mais bon, ils n'ont pas tout obtenu et les pins qui étaient plantés, on ne les a pas abattus. Arnaud, qu'est-ce que ce projet-là, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est un vrai projet qui permet de relier l'environnement, l'écologie au sens noble du terme et la culture, l'art. Comme Patrick le disait, il y a un vrai besoin de connecter, de reconnecter un petit peu les deux aspects, de montrer que l'environnement aujourd'hui, c'est pas quelque chose de niche, c'est pas un parti politique, c'est pas quelque chose qui est restreint ou qui est restreint pour certaines personnes. Au contraire, ça fait
ça doit faire partie d'une culture populaire. Et comme Patrick le disait, on prend le sens populaire avec un grand P, pour parler du peuple dans son ensemble, ça doit être réintégré justement dans notre culture à tous. Et l'art est un excellent moyen d'y arriver. À la fois des concerts, mais aussi des peintures. Et c'est comme ça, c'est en réinterrogeant et en réintégrant l'environnement, la protection de l'environnement dans notre culture populaire que du coup on peut sauver et résorber une partie de la catastrophe écologique à venir. Ce qui est assez intéressant, c'est que le débat est venu progressivement dans la société sur finalement quelque chose de très mental avec comment est-ce qu'on peut sauver le climat, etc. Ouais. C'est ce que les institutions ont mis, alors qu'en fait nos ancêtres avaient toujours eu l'écologie dans leur quotidien, parce qu'on a une terre qui est très verte, on a énormément de belle nature en France. Là, on est en France quand on enregistre, on est écouté un petit peu partout dans la francophonie, et finalement, aujourd'hui, l'écologie, ça peut aussi redevenir à comment est-ce qu'on remet de la nature dans notre quotidien, où c'est devenu très, j'allais dire civilisé, mais non, pas du tout. C'est devenu bétonné. Et comment est-ce qu'on reprend soin du vivant près de chez nous ? Ça, c'est une question qui pourrait aussi permettre de reconnecter les gens avec... on voit tous les problèmes de santé mentale aujourd'hui qu'il y a avec un quotidien qui n'a plus rien d'harmonieux avec l'être humain. C'est ça, on est au lien à soi, parce qu'effectivement, on demande aux gens d'avoir un lien avec ce qu'on appelle la biodiversité, avec le vivant, mais pour beaucoup, le vivant, ils se disent « moi, est-ce que je suis vivant, en vérité ?» J'ai l'impression d'être exclu de quelque chose. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. J'ai l'impression d'être exclu de quelque chose. Je pense qu'en fait, l'écologie, elle doit vraiment rassembler, quoi. On se moque vraiment de savoir si on est de droite ou de gauche. Ouais. Je connais pas des gens de droite ou de gauche qui vont dire j'aime tellement renifler des fumées nocives ou j'aime tellement bouffer du plastique. Personne ne dit ça. Bon, donc de quoi on parle ? En fait, c'est remettre aussi les choses à leur juste place, quoi. De dire on a tous intérêt à vivre, on a tous intérêt à bien vivre, personnellement, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, notre compagnon, notre compagne. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et l'art, en fait, ça a toujours été sa vocation que de rassembler, de faire éprouver des émotions. On n'a pas besoin, par exemple, de savoir jouer du piano pour aimer écouter du piano. C'est ça qui est important, c'est ça être populaire. Il y a des gens qui savent faire, et si ça nous touche, c'est bien. Et c'est comme si on jouait, en vérité. On profite de toutes ces émotions. Donc c'est aussi un partage d'émotions en écologie. Et comment tu mets l'art au milieu de l'écologie ? Comment ça se concrétise ? Dans ce Tour de France, comment... Écoute, de plein de façons différentes. D'abord, moi, mes spectacles, originellement, ils sont toujours en extérieur, dans des parcs, des jardins, des espaces naturels. Donc, ils sont toujours en milieu naturel. C'est-à-dire qu'on sort un piano à queue. On l'a fait plusieurs fois, justement, en forêt de Fontainebleau. On le met au milieu des racines, un mal fou pour arriver à le hisser dans la forêt. Et on joue, voilà, parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus intéressant que de jouer dans une salle qui est fermée. Alors, certes conditionnée, certes calme, mais tranquille, parfois trop tranquille. En fait, on n'est pas en prise avec le vivant. Donc, le premier acte à faire, finalement, dans ce qu'on va faire dans le Tour de France, c'est le plus possible d'être dehors. Faire des happenings, jouer, se mettre au milieu d'un parc. Moi, je vais amener mon piano électrique, jouer. Quelqu'un va dire des textes. Exciter l'intention des gens qui vont dire qu'est-ce qu'ils font là ? Tiens, ils parlent d'écologie, pourquoi ? D'habitude, on ne parle pas d'écologie comme ça. Engager un dialogue, donc d'un côté un peu festif, finalement, accrocheur. Et puis ensuite, aller sur des questions de fond, etc. Et cette interpellation, elle peut se continuer ensuite dans une salle. Donc, il y aura plusieurs moments dans ce tour d'écologie culturelle. Dans 2 heures, par exemple, d'apparition, on peut très bien commencer par un parc, ensuite se mettre dans la bibliothèque qui est toute proche, continuer à discuter. Il y a un côté festif, ensuite engageant. Ça s'adresse à tout le monde, notamment aux gosses qui sont là dans le parc, qui vont jouer, notamment à leurs parents, qui peut-être vont jamais rentrer dans une salle de spectacle ou de conférence pour écouter ce qu'on aura à dire. Donc l'extérieur permet finalement la libre participation et la dissémination à tout le monde et à n'importe qui. Et franchement, n'importe qui m'intéresse beaucoup parce que la plupart des gens s'y connaissent pas en écologie. Mais comme c'est quelque chose qui les touche de près, tout à l'heure on parlait des feux, je pense qu'on va y revenir, ils sont bien obligés de s'y intéresser. Ils souffrent de la chaleur comme tout le monde. On n'a pas besoin de s'y connaître pour savoir qu'on a du mal à respirer quand il fait 40 degrés. Bon. Donc c'est des choses très très concrètes, on va parler de ça. Mais sans larmoyer, en se disant on a un destin commun, on a un problème commun,
comment on pourrait améliorer tout ça, le résoudre ensemble. Et là, je pense qu'on peut vraiment faire de l'écologie, et même des méga-feux, une cause nationale, et pas seulement un problème national. Et là, justement, comment tu l'as vécu, les incidents des derniers jours là, quand on enregistre, on est le 29 juillet. Oui, alors j'ai écrit il y a 4 ans des livres, justement, toujours sur Fontainebleau, c'est la forêt emblématique, parce que c'est là que la protection de l'environnement a commencé en France. Donc, c'est l'emblème absolu, en fait. Et pas seulement parce que c'est en région parisienne, mais aussi parce que c'est la forêt la plus fréquentée de France. 18 millions de visiteurs, je crois, donc c'est énorme. C'est 2 fois la fréquentation du Louvre, Fontainebleau, c'est énorme. En plus, cette surpopulation dans la forêt a commencé dès le départ, parce qu'à cause de cette lutte que menait Georges Sand et les peintres, la forêt en gagnait en célébrité. Des gens sont venus de partout, déjà dans les années 1850, beaucoup de touristes anglais notamment, et on fait que la surfréquentation de Fontainebleau, elle date du 19e siècle. Parce qu'on voulait défendre cet environnement, parce que ça marchait, les gens sont venus voir ce que c'était, et du coup, la protection a apporté le tourisme, qui met aussi en péril les forêts. Donc c'est un sujet très très actuel, celui-ci aussi. Tout à fait. Arnaud, comment tu l'as aperçu aussi comment est-ce que tu vois cette question-là aujourd'hui? On se pose beaucoup de questions sur comment faire de l'écologie par rapport aux incidents qu'il peut y avoir. Ouais, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a l'écologie préventive dans un premier temps. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce genre d'événement n'arrive pas, ou alors qu'on soit bien préparé si jamais ça arrive? Comment est-ce qu'on motive un petit peu tout le monde à pouvoir prendre soin justement de son environnement, en essayant d'éviter justement les déchets, les feux, les embrasements, etc. à un niveau, donc vraiment de l'écologie préventive, en se disant voilà, on est tous impliqués dans l'environnement qui nous entoure, et c'est de cette implication qu'on est responsable. On n'est pas dans une société qui doit être divisée, où il y a des protecteurs de l'environnement d'un côté, où il y a ceux qui s'en foutent de l'autre, etc. Mais au contraire, on est tous impliqués parce que c'est notre air, c'est l'air que nous respirons qui va faire justement, et qui va être le sujet principal un petit peu de l'élément qui nous entoure. Donc ça, c'est quelque chose. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que on arrive, après la prévention, à pouvoir atténuer et adapter, mais plus au niveau de l'État. Comment est-ce qu'on peut mettre en place justement des politiques publiques pour pouvoir aider et faire en sorte qu'il y ait à la fois moins d'événements comme ça qui se passent, mais qu'on soit mieux préparé justement en cas quand ça arrive. Donc du coup, pouvoir adapter nos villes, nos campagnes, nos forêts justement dans ce genre de situation. Il y a vraiment un angle à la fois très personnel de prévention individuelle et un angle très politique qui semble très important à mettre en lien, à défendre quand on est de l'écologie culturelle, à mon avis. C'est d'ailleurs, avant de revenir sur le Tour de France, c'est vrai qu'il faut dire un petit mot là-dessus, puisque on voit, nous, quand on travaille sur l'écologie, que il y a beaucoup le mental des gens est très occupé. Nous, on essaie justement, comme on en parlait hors micro, de ne pas parler à un public. Ouais. On essaie d'avoir justement de réunir les questions politiques. Et il y en a qui, en voyant toutes les manipulations, même sur l'écologie des politiques, on en avait parlé la dernière fois, des institutions, aujourd'hui, certains se désintéressent complètement de l'écologie. Notamment on a parlé sur cette chaîne de la voiture électrique où en fait on va te faire croire que ça pollue pas en France, mais en fait ça crée énormément de pollution en Afrique centrale, en Amérique latine. Donc il y a une vraie utilisation par certaines institutions de l'écologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a énormément de problèmes de plastique, de déchets qui s'accumulent. On voit qu'on va quelque part où il faudra qu'on prenne des décisions. Donc c'est là où c'est intéressant de faire un tour de France, de pouvoir justement essayer de, pas forcément se convaincre, mais d'essayer de créer de l'échange aujourd'hui. En fait, l'idée du Tour de France de l'écologie culturelle, c'est d'aller à la rencontre des gens, de proposer des choses, de les amuser, de nous amuser ensemble, et puis de discuter. Voilà, je pense que dans une discussion... Faire de la politique en s'amusant finalement. Ouais, je pense que l'art a sa place, la gastronomie a sa place, boire quelque chose après ou aller au restaurant ensuite, c'est très très cool aussi. Ça fait partie d'un plaidoyer, à mon avis, d'un plaidoyer sensible. Il y en a assez d'une écologie qu'on fait que de penser, qui soit intellectuelle finalement. Et je pense que s'il y a avoir une vertu au méga-feu, c'est qu'eux, ils sont pas du tout intellectuels, ils sont hyper factuels, quoi. Et que... Certes, la prévention est super importante, mais un Canadair en plus ou en moins, ça fera jamais une politique. C'est juste un outil.
Voilà. Où est la politique de prévention, où est la politique de protection des populations? On voit que malgré tout l'effort des citoyennes et des citoyens, on n'est quasiment pas protégé de cela. Ce qui est un côté terrifiant que tout le monde perçoit bien. Quand c'est pas le feu, c'est la canicule. Et on voit très bien que la canicule touche pas seulement des personnes âgées maintenant, mais des jeunes, etc. Donc chacun finalement est touché dans son intimité, dans son corps, dans son foyer, mais aussi dans son environnement. Donc la question maintenant s'impose, en vérité. C'est peut-être ce qui va nous faire descendre de l'intellectualisation, d'un discours scientifique, des pour, des gentils, des méchants, etc. Ouais. Puisqu'encore une fois, comme personne n'a envie de mourir d'intoxication, ni de mourir tout court, il va bien falloir se mettre d'accord sur quelque chose. Sinon, effectivement, je pense qu'on a un vrai danger de mort qu'on ne peut pas du tout exclure, d'ailleurs. On peut être intelligent ou bête au point de se suicider. Il peut même y avoir une volonté inconsciente. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de mourir, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, ni mes amis, ni compagnons, ni compagnes, ni rien de Tu tout veux ça. prendre soin du vivant. Mais oui, parce que c'est bien de parler. On n'a pas seulement une crise du vivant, en vérité. On a une crise de la vie tout court. Beaucoup n'ont pas plaisir à vivre, se sentent seuls, se sentent, même s'ils sont très entourés, cependant seuls. Les réseaux sociaux, comme on l'évoquait l'autre fois brièvement, accentuent parfois cette solitude, tout en créant eux-mêmes des liens, mais qui ne sont pas tactiles, en fait. Moi, je peux te toucher là. Quelqu'un dont tu fais connaissance dans un réseau, non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut revenir à une matérialité qui entraîne aussi peut-être des précautions. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Je pense qu'il faut revenir à une matérialité qui entraîne aussi peut-être des précautions de bon sens. Bref, une gestion possible finalement de nos rapports avec le vivant et de notre rapport à nous-mêmes. Donc pour moi, ce n'est pas seulement une crise du vivant, c'est une crise de la vie tout court. Comme on est le problème dans cette question-là, il va falloir qu'on s'occupe de nous et pas seulement de ce qui nous entoure. Donc c'est un problème global, en vérité. C'est une problématique globale. Je pense que l'art, depuis toujours, il attaque des sujets de société parfois très très délicats, très techniques ou politiques. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire de la politique, en les faisant sentir, finalement, toucher du doigt. Quand on gagne une place de Molière, on n'a pas besoin d'habiter chez Louis XIV à Versailles en 1680 pour comprendre plein de choses. Voilà. C'est la qualité de l'art. En peu de choses, une époque est résumée, paf, ça suffit, on a très très bien compris. Pas besoin d'être historien, en vérité, pour ça. Et c'est là que je veux dire qu'il faut une écologie populaire. On n'a pas besoin de s'y connaître pour le sentir et pour se positionner par rapport à ça. C'est pas un éloge de l'ignorance, c'est plutôt un éloge de la perception, en fait. Et l'intellectualisme n'est pas une perception, c'est une manière d'analyser le réel, mais ne remplace pas la perception elle-même. Donc je pense que dans cette crise de la vie, il y a une crise de la perception. On est devenu insensible, et à mon avis, beaucoup plus à soi-même d'ailleurs, qu'aux autres, contrairement à ce qu'on dit. Donc j'irais jusqu'à dire qu'il faut peut-être cultiver un genre d'égoïsme, finalement, bénéfique, pour se retrouver soi-même, pour pouvoir avoir cette énergie, cette envie, ce désir d'aller vers les autres. Puisqu'au fond, le manque d'écologie, c'est un manque de désir, un manque d'amour, d'une manière générale. Arnaud, tu veux ajouter ? Ouais, je pense qu'au niveau, si on prend l'aspect culture populaire, un exemple qui marche bien, ça va être le foot, typiquement. On sort de la Coupe du Monde, le football, les matchs de foot, justement, qui ont eu lieu récemment, embarquent les foules. C'est une vraie culture populaire, c'est un vrai sujet sociétal, patriotique, où on a envie de défendre notre équipe, où on a envie de montrer que nos joueurs sont les meilleurs, sont les mieux entraînés, etc., et vont être capables justement d'aller jusqu'à la finale, de gagner la finale, etc. Comment est-ce que la question qu'on se pose à l'écologie culturelle, c'est comment est-ce qu'on peut amener l'écologie comme une culture à part entière et comme une culture populaire comme peut l'être le foot aujourd'hui. Comment est-ce qu'on intègre justement l'environnement, la défense de l'environnement, la défense du lien avec le vivant comme
comme quelque chose qu'on doit défendre, comme un aspect patriotique un petit peu, mais du coup qui peut se représenter pas forcément à l'échelle d'un pays, mais qui va se représenter à l'échelle d'une région, d'un territoire, d'une ville, d'un espace, même d'un champ, si on habite à la campagne. Mais du coup, voilà, ramener un petit peu cette question environnementale à une perception de culture populaire. C'est quelque chose qui nous semble très important à défendre. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le remettre dans le quotidien de beaucoup de citoyens. Finalement, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu, plus on vivait en ville et de plus en plus les jeunes partent des villes de province, des communes de province pour aller dans les villes. Et c'est vrai qu'en fait, on perd aussi l'habitude de faire de l'écologie au quotidien. T'avais même... moi, dans ma famille, effectivement, il y avait des agriculteurs. Bon, on allait du coup faire les saisons avec les cousins l'été. Donc, tu as toujours un rapport que tu peux entretenir comme ça, mais qui se perd finalement de plus en plus. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de remettre des petites pratiques de plus en plus là-dedans. Peut-être. Il y aura des sortes d'initiations comme ça pendant le Tour de France ? Oui, parmi les partenaires, parce qu'il y a à partir de septembre 2026 jusqu'à mars 2027, il y aura environ 2 événements par mois, parfois un peu plus. Et l'idée, alors il y aura effectivement des choses dans des villes, moyennes, petites, grandes. Il y aura des choses à Paris, il y en aura à l'Académie du Climat, comme Arnaud l'expliquait tout à l'heure, il y en a à la Gaîté Lyrique, etc. Mais souvent, ça sera autour de villes moyennes et même en ruralité. Et notamment, on a 22 maisons d'écologie culturelle. Et la majorité se trouve vraiment en ruralité, des villages qui font 1000, 2000, 3000 habitants, ou même carrément un hameau. Donc, pourquoi pas dans les grandes villes alors ? Si, il y en a dans les grandes villes. Si, il y en a aussi. Oui, bien sûr. À Paris, on a 2 maisons d'écologie culturelle, donc il n'y a pas de problème, bien sûr. Pour moi, un territoire, c'est pas forcément un champ, effectivement. Un territoire, c'est un immeuble. C'est un extraordinaire territoire. Moi, je suis parisien d'origine. Il y avait 2 appartements, une boutique où mes grands-mères travaillaient, où j'étais élevé, qui était dans un quartier très populaire. Et au coin de la rue, on tombait rue Legendre, qui était plutôt bourgeois. C'est-à-dire qu'en tournant au coin de la rue, on passait de quelque chose de populaire à quelque chose de bourgeois. J'ai toujours vu l'immeuble, surtout celui qui était rue Legendre, comme un territoire. Voilà. Le quartier, ça peut être l'étage. Voilà. Il y a cette segmentation peut permettre justement de prendre connaissance approfondie et amoureuse de ce territoire. Et le quartier des Batignolles, où j'étais, est bien connu pour avoir ce côté toujours village. Voilà. Donc je ne suis pas du tout dans une opposition ville-campagne. Franchement, c'est sans intérêt pour moi. J'habite maintenant un village de 500 habitants. Je m'y suis aussi bien que lorsque j'étais rue Legendre. Pas de problème. Parce que je crois, grosso modo, qu'il y a des problématiques assez communes. Il y avait, par exemple, dans mon immeuble, des personnes âgées qui souvent habitaient au 5e étage. Et il n'y a pas d'ascenseur. Voilà. Elles souffraient beaucoup d'isolement, déjà. Voilà, c'était il y a 40 ans, mais la question est toujours la même maintenant. Dans mon village, beaucoup de gens âgés aussi souffrent d'isolement, parce qu'à la campagne, si on n'a pas de voiture, on est quand même très, très isolé. Voilà. Je pense qu'il y a plein de problématiques qui sont en commun. Et puis, les problématiques de ces personnes aussi qui sont dans des village comme le mien. J'habite en Touraine, qui n'est pas la région la plus déshéritée, loin de là, quoi. Mais enfin, quand même, dans le village, les gens ne gagnent pas très très fort leur vie. Donc ça veut dire aussi que la notion de populaire, elle doit revoir cette notion de classe, finalement, telle qu'on nous la propose, en disant un quartier populaire, ça va être automatiquement, pour ainsi dire, un quartier dans une zone, par exemple, prioritaire. Voilà. Non. Il y a, chez moi, l'épicière en face, elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle est populaire, voilà. Le gars qui habite à Mantes-la-Jolie avec sa famille, c'est la même chose. Ils ont plein de choses en commun, en fait. C'est ça l'écologie culturelle aussi. C'est dire, au-delà de vos différences culturelles, qui sont en vérité pas si grandes que ça, travaillons sur ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est l'envie de vivre, et de vivre bien, ça c'est sûr. C'est pas normal qu'une femme qui touche, 800 € de retraite par mois, elle soit traitée de cette manière qu'elle puisse même pas, boire un verre à une terrasse de café. Je trouve ça une honte, et c'est vrai à la campagne. Je le vois très bien à Loches, à côté de chez moi, et je le vois aussi ici à Paris. Voilà. Donc il y a plein de problématiques qui sont pareilles. Et pour moi, ça, c'est de l'écologie aussi. Parce que si on n'est pas respecté par notre société, comment nous demander de respecter et les autres et notre environnement ? Déjà, on est tellement dégradé soi-même que ça ne nous donne pas beaucoup de courage. C'est pour ça que je pense qu'il faut réévaluer la notion de désir, de force, de valeur. Oui, de positivité si on veut, mais véritablement l'art, c'est une sorte de tranquillisant dans une certaine mesure, et d'énervant pour atteindre d'abord
à se resituer par rapport à soi-même, à son plaisir d'écouter, de regarder, donc égoïste, pour ensuite aller vers les autres. Je suis content de ma journée, j'ai écouté ça qui m'a beaucoup plu, de l'électro, tout ce que tu voudras, du Chopin, on s'en fiche. Et après, ça te donne vraiment envie d'aller les autres. Donc c'est déjà aussi un acte écologique que se recevoir et donner. Alors rappelle-nous ce parcours. Donc ça Écoute, ça va commencer. Alors il y a une sorte d'avant-première qui va être avant ce qu'Arnaud évoquait tout à l'heure, à fin septembre. Une avant-première qui va se passer à Toulon, puisqu'on va présenter un film qu'on a fait autour de Boris Cyrulnik, qui est le parrain d'honneur du réseau des maisons d'écologie culturelle, avec Alexandre Lanza. Et puis ensuite, il y aura un lancement officiel, effectivement, fin septembre. Et après, ça continue comme ça, entre villes, campagnes, etc., à raison de 2 événements par mois, comme je l'évoquais. Donc, ça va être joyeux. Souvent, les choses, il y a un cadre, mais très, très souple. On va improviser, en fait, un peu, au fur et à mesure, avec les personnes qui sont là, avec des gens de maisons d'écologie culturelle qu'on a invités, avec des grandes personnalités comme Cyrulnik, comme Alain Bougrain-Dubourg, comme Thomas Braille, cet homme qui lutte contre la 69, mais aussi des gens qui ne sont pas du tout connus et qui ont une parole qui est extrêmement forte. Voilà. Donc on va être dans des milieux et des cultures vraiment très très différentes. C'est ça que je veux. Tout ne sera pas prévu à l'avance. On peut peut-être dire un mot, parce qu'il ne me semble pas qu'on l'ait dit dans le micro, justement, sur l'événement de fin septembre. Vas-y, le lancement officiel du Tour de France de l'écologie culturelle. C'est, du coup, ça se passera le 29 septembre à l'Académie du Climat à Paris. L'objectif... Et à Toulon, c'est quelle date l'avant-première, justement ? Oui, ce moment du Journée du patrimoine, c'est le 18 septembre. Voilà, donc c'est plus d'une semaine avant. Une semaine avant, le 29, on aura du coup ce lancement officiel. On va avoir Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. On va avoir un certain nombre d'invités, bien sûr, donc les membres de l'écologie culturelle, des maisons de l'écologie culturelle. Patrick en parlait, Thomas Braille, qui lutte justement sur les sujets d'A69 pour la replantation, pour la non-destruction des arbres, etc. Et puis, on aura énormément d'invités, de personnes qui vont livrer des témoignages, qui sont des personnes qui sont proches, plus ou moins proches de notre réseau, et qui vont pouvoir justement livrer des témoignages sur qu'est-ce que ça veut dire culture, environnement, qu'est-ce que ça veut dire écologie populaire, et comment est-ce que ça se représente justement dans leur territoire. Voilà, c'est ouvert à toutes et à tous. Et ça sera le mercredi, il me semble, 29 septembre, au soir, à partir de 18h30. Et après, il y aura d'autres dates déjà de prévues. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y aura Rennes, il y aura Nantes, il y aura Bordeaux notamment, il y aura Metz exactement. C'est une sorte de vent en fait. Il faut se représenter le Tour de France de l'écologie culturelle comme une sorte de vent qui démarre à l'endroit et qui se propage. Voilà. Où est-ce que les gens peuvent trouver les dates Alors, elles sont en cours d'élaboration. C'est en cours. Voilà, tout à fait. Là, on est encore des heures précoces du projet. Oui, mais en fait, on est très vite dans le réel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que d'ici 15 jours, on a quasiment toutes les dates. Voilà. Il reste encore à peu près 4 dates à trouver les points d'accueil. Sachant qu'on est le 29 juillet, là. On ne sait pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais donc, où est-ce qu'on peut suivre sur le site de l'écologie culturelle. Voilà. Et on va mettre sur Instagram un petit rappel, justement, éventuellement, des prochaines dates et des liens pour pouvoir... sur le Instagram de l'écologie culturelle. Exactement. Parfait. Et donc, c'est écologieculturelle.fr. Pour ceux qui veulent le retrouver, il y a le site internet. Et là-dessus, effectivement, n'hésitez pas à suivre toutes les dates qui arriveront. Et c'est vraiment vous balayer les 4 coins de la France. Il y a pas de... Oui, pour moi, c'est assez banal, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que par rapport à mes spectacles, je le fais déjà. Ouais. Donc, c'est une idée de valoriser en disant, mais au fond, on rencontre des citoyennes, des citoyens, des élus. En plus de jouer, on a certainement un message à faire passer. C'est comme ça que l'idée est née. On a notamment travaillé avec Make Sense, qui eux se trouve à Paris, qui est aussi une maison d'écologie culturelle, tout proche de la place de la Bastille, sur ce concept. Et c'est Hélène Binet qui a proposé cette idée. Elle dit Tour de France. Je lui dis, mais ça correspond exactement. Dans cette envie de bouger, cette bougeotte que j'ai, voilà, et d'aller à la rencontre d'eux, d'interroger les gens, de faire avec eux. Parce qu'au fond, les gens, on a besoin d'entendre ce qu'ils ressentent, et pas seulement qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils ressentent. Donc je pense qu'il faut refaire marcher la démocratie
démocratie sur l'écologie. Partir de leur ressenti, de leur vécu pour s'en inspirer et faire des propositions dans l'écologie culturelle qui puissent inspirer plus largement les politiques publiques. Parce que la maison d'écologie culturelle, c'est pas histoire de faire un réseau qui serait une sorte d'aristocratie de lieux où on est heureux de faire ce qu'on fait, même si c'est la campagne. Un réseau rural peut être aristocratique, c'est au contraire démocratiser les choses. Et pour ça, il faut aller chez les gens. Et justement, là tu parles de politique publique, mais au final, les politiques publiques sont souvent très... en tout cas, la manière de faire de la politique aujourd'hui est souvent très infantilisant et casse la capacité d'autonomie et de responsabilité des citoyens. Est-ce qu'il y a une manière, justement, de faire sans les institutions publiques, mais de vraiment mettre cette autonomie écologique directement au sein des êtres vivants, des êtres humains ? C'est une pensée écosystémique qu'il faut faire et qui remplacerait progressivement une pensée pyramidale finalement, où les choses viennent d'en haut. Voilà. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus horizontal. Voilà. C'est quelque chose qui se construit. De toute façon, le monde pyramidal dans lequel on vit, on voit très bien qu'il s'effondre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des dessins. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Tout le monde est même menacé par ce monde. Parce que peut-être qu'il n'était pas dangereux en soi, mais en ne voulant pas se renouveler et en s'effondrant, il risque de nous entraîner dans sa chute. Voilà. Donc nous, on est obligé de réagir. Parfois, on le fait inconsciemment, mais on est beaucoup à penser que c'est terminé, ces choses qui viennent d'en haut, qui font notre bonheur, qui font notre malheur. On est obligé de réagir, c'est de cette réaction, je pense. Elle peut être calme, elle peut être aussi certainement violente, et je pense que, hélas, il y aura des violences en réponse à ce qui se passe au point de vue du non-respect de la nature. C'est nous-mêmes qui l'impactons, mais on est en colère. Ça va détruire notre système de l'intérieur, je le pense réellement. Donc à ce moment-là, il faudra prendre nos responsabilités. Et je pense que l'écologie culturelle peut être une réponse dans la manière dont elle fait le lien, pour qu'on garde aussi les choses qui peuvent être bonnes, les faire évoluer. Parce qu'au fond, ce qui ne marche pas, c'est que c'est un monde qui est fixe. Si c'était un monde qui accepte l'évolution et la remise en cause, je pense que ça se passerait très très bien. Mais c'est un monde qui est fixé, et c'est ça qui fait qu'il est vieillissant. Ces recettes peut-être étaient-elles bonnes, ces promesses, il y en a certainement des bonnes, mais on n'a pas su les mener à terme. Donc on va en inventer d'autres. La place, et je pense que vraiment l'avenir est aux créateurs de tout poil, et pour ça, il n'y a pas besoin d'être artiste. C'est à l'écoute de soi-même, surtout. Le point positif derrière tout ça, c'est les maisons de l'écologie culturelle ont et développent énormément de pratiques, de solutions, d'éléments très positifs, d'initiatives qui permettent de remettre justement à la fois du lien entre les individus, des pratiques pour l'environnement, pour la nature, des ateliers pour pouvoir justement engager les citoyens dans ces éléments-là. Et du coup, il y a énormément d'initiatives qui naissent, qu'on accompagne avec l'écologie culturelle et qu'il faut mettre à l'échelle. Tout l'objectif d'aujourd'hui, c'est également faire en sorte que une bonne initiative qui inclut les citoyens ne reste pas dans son coin, dans son territoire, mais soit mise à l'échelle, soit quelque chose qui soit partagé, qui soit connu, qui se transmettent justement d'une maison à une autre, et même au-delà des maisons, qui se transmettent dans les politiques publiques, etc. C'est vraiment un peu tout l'enjeu aussi, de manière générale, de l'écologie culturelle, mais aussi de ce Tour de France, de pouvoir mettre à l'honneur ces pratiques, de mettre à l'honneur ces maisons de l'écologie culturelle, et de pouvoir montrer qu'il y a énormément de solutions qui existent sur notre territoire, au plus près de chez nous, et qu'il faut pouvoir les implémenter vraiment dans notre système. C'est une belle conclusion. Donc, le Tour de France de l'écologie culturelle qui commence le 29 septembre et avec une première à Toulon juste avant. Tout à fait. N'hésitez pas à regarder les dates donc, sur les réseaux sociaux de l'écologie culturelle et sur l'écologieculturelle.fr. On est tout bon sur les dates ? Parfait. C'est parfait. Merci d'être venu, Merci Patrick Romain. Arnaud. Merci beaucoup. Venu parler de ce Tour de France et on le suivra avec plaisir. J'essaierai d'être à Toulon du coup le Avec grand plaisir. 18 septembre, a priori. Oui, ce sera Bibliothèque Chalusset, qui elle-même est dans le parc Chalusset, un espace naturel absolument extraordinaire, tout près de la gare. Et peut-être on avait fait un premier festival Nexus cette année, mais l'année prochaine, ça pourrait être très intéressant à la fois de venir nous jouer aussi un petit peu de piano éventuellement. Allez, on en parti. discutera et de venir parler de ça. Le dernier Nexus est aussi en kiosque, sur Palantir. N'hésitez pas à le trouver sur nexus.fr ou en kiosque près de chez vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on puisse essayer de reparler de tout cela. Et ce serait même intéressant de faire des débats finalement sur l'écologie avec différents acteurs, de montrer que le débat est possible, même sans essayer de se convaincre, mais juste d'échanger
Passionnant. Bon, on en a des projets. Au revoir et merci à tous. À très vite.